Il y a 3 mois, j'ai vu mes parents fracasser un bâton de baseball dans le salon d'un parfait inconnu, pensant qu'il détruisait ma vie. Il s'est avéré qu'il me faisait le plus beau cadeau que je n'aurais jamais su désirer, la liberté vis-à-vis des personnes qui étaient censées m'aimer le plus. Je m'appelle Vivienne, et je dois vous raconter le jour où j'ai découvert que parfois, les personnes les plus toxiques de votre vie partagent votre ADN. Tout a commencé avec 120 000 € et un dîner de famille qui allait tout changer pour toujours. Mais pour comprendre pourquoi cet argent a failli détruire ma vie, je dois vous ramener 5 ans en arrière, à l'époque où je croyais encore que le sang signifiait la loyauté et que l'amour était censé être inconditionnel. J'avais 28 ans alors, vivant dans un studio qui était essentiellement un placard glorifié. Chaque jour, pendant 4 ans, je me réveillais dans cet espace exigu et je me rappelais pourquoi je faisais cela. Pourquoi je mangeais des conserves de haricots pour le dîner. Pourquoi je prenais le bus au lieu de posséder une voiture. Pourquoi j'achetais des vêtements dans des friperies et fêtais les anniversaires avec des cupcakes de station-service. 120 000 €. C'est à quoi ressemblait la liberté pour moi. Assez d'argent pour acheter une maison. Pour enfin avoir un espace qui était vraiment le mien. Chaque euro représentait un choix, un sacrifice, un rêve reporté mais non abandonné. Des nuits tardives à déboguer du code jusqu'à ce que mes yeux brûlent. Des projets indépendants le week-end pendant que mes amis vivaient leur vie. Tout cela en valait la peine parce que je l'avais trouvé, la parfaite maison de ville à 3 chambres avec des parquets et une cuisine qui captait la lumière du matin comme de l'or liquide. Chaque samedi, je me rendais chez mes parents pour notre tradition familiale hebdomadaire. Maman préparait son célèbre pain de viande. Papa se plaignait de son dos tout en étant secrètement ravi d'avoir ses 2 filles autour de la table. Et Mélissa, ma sœur aînée de 3 ans, se présentait avec André, son mari, qui semblait toujours courir après le prochain plan de devenir riche rapidement qui le rendrait riche sans avoir à travailler. Ce samedi d'octobre particulier fut différent dès l'instant où je suis entrée. Il y avait cette électricité dans l'air, ce sentiment que quelque chose d'important allait se passer. Mélissa et André chuchotaient dans un coin comme des conspirateurs. Maman me lançait des regards étranges, en partie excitation, en partie calcul. Papa ne pouvait pas tout à fait me regarder dans les yeux pendant ses plaintes habituelles concernant le chien du voisin. J'étais trop prise par ma propre excitation pour faire attention aux signes avant-coureurs. J'avais des photos de la maison sur mon téléphone, prête à partager ma joie avec les personnes qui étaient censées célébrer mon succès. Mélissa a de merveilleuses nouvelles, annonça maman alors que nous nous installions autour de la table à manger. Sa voix portait ce ton particulier qu'elle utilisait lorsqu'elle était sur le point de demander une faveur. Ce qui s'est passé ensuite me fait encore mal au ventre quand j'y pense. Mélissa ne s'est pas contentée de nous parler de sa nouvelle entreprise. Elle nous a fait une présentation complète. Des tableaux imprimés, des graphiques, des prévisions de revenus, des analyses de marché. C'était sa 3e tentative d'entrepreneuriat. Et apparemment, elle n'avait rien appris des 2 premiers échecs spectaculaires qui avaient forcé mes parents à hypothéquer leur maison pour rembourser ses dettes. J'ai appris de mes erreurs, dit-elle, les yeux brillants de cette dangereuse combinaison de désespoir et d'illusion que j'avais vue trop de fois auparavant. Cette fois, j'ai tout compris. J'ai juste besoin de capitaux pour le développement initial et le marketing. André hocha la tête à côté d'elle comme le parfait mari de soutien, jouant son rôle à la perfection. Les projections montrent que nous pourrions doubler notre investissement en moins de 2 ans. C'est alors qu'ils se sont tous tournés vers moi. Pas des regards occasionnels, mais des regards délibérés et expectants qui firent naître quelque chose de froid dans ma poitrine. « Pourquoi me regardez-vous tous comme ça ?» demandai-je, bien qu'une partie de moi connaissait déjà la réponse. La voix de Mélissa prit ce ton doux et manipulateur qu'elle avait perfectionné depuis notre enfance. « Eh bien, je sais que tu économises pour une maison, et maman a mentionné que tu avais environ 120 000 € d'économisés. » La pièce devint silencieuse, à part le son de mon cœur qui battait à tout rompre dans mes oreilles. Ils avaient discuté de mes finances. Ils avaient calculé exactement ma valeur à leurs yeux. Je n'étais pas leur fille, leur sœur. J'étais un distributeur automatique de billets ambulants avec un lien familial pratique. Je n'investis pas l'argent de ma maison dans ton entreprise, Mélissa. Les mots sortirent plus brusquement que je ne l'avais voulu, mais honnêtement, j'étais choquée par l'audace.
Ce n'était pas une petite faveur entre frères et sœurs. C'était tout mon avenir. Il me demandait de parier sur le palmarès de Mélissa, jalonné d'échecs commerciaux spectaculaires. Le visage de Mélissa se froissa comme si je l'avais frappée physiquement. Mais si tu m'aides maintenant, dans 2 ans, je te rendrai 240 000 euros. Tu pourrais acheter une maison encore meilleure alors. J'ai éclaté de rire. Je n'ai pas pu m'en empêcher. L'absurdité de tout cela. La femme qui avait échoué en affaires 2 fois, me demandant de lui faire confiance avec toutes mes économies basées sur rien d'autre que l'optimisme et des projections fantaisistes. Mélissa, tu as déjà échoué en affaires 2 fois. Il est peut-être temps d'arrêter ces combines et de trouver un emploi régulier comme nous tous. C'est alors que tout a explosé. Mélissa a éclaté en sanglots et s'est enfuie de la pièce comme si nous étions encore des adolescentes en pleine dispute dramatique. André m'a traité de sans cœur et l'a suivi. Et mes parents, les personnes qui m'avaient élevée, qui étaient censées m'aimer inconditionnellement pendant 28 ans, se sont immédiatement retournés contre moi comme si j'étais la méchante de cette histoire. Comment peux-tu être si cruel envers ta sœur ? La voix de maman était glaciale, me transperçant comme une lame. Mélissa a plus de talent que tu n'en auras jamais. Tu es juste jalouse de son succès. Succès ? J'avais envie de crier. Quel succès ? Les 2 faillites, les créanciers qui appelaient leur maison à toutes les heures, le stress qui avait donné à papa des crises de panique et l'avait envoyé aux urgences. Mais papa a porté le coup de grâce. Tu donnes cet argent à Mélissa ou tu ne fais plus partie de cette famille. J'ai regardé ces personnes, ces étrangers portant les visages de mes parents, et j'ai réalisé qu'à leurs yeux, je n'avais jamais été une fille. J'étais un compte en banque avec un battement de cœur, une ressource à exploiter en cas de besoin. Je ne lui donne pas mon argent, dis-je doucement. Alors sors de notre maison et ne reviens plus. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai quitté cette maison, je suis rentrée à mon petit appartement et j'ai changé mon numéro de téléphone le lendemain. S'il voulait me couper de la famille pour de l'argent, j'allais officialiser les choses. 1 an plus tard, j'ai acheté cette maison. La même belle maison de ville avec des parquets et le soleil du matin qui inondait les fenêtres de la cuisine. J'ai aménagé mon bureau à domicile dans la chambre d'amis et j'ai découvert ce qu'était réellement la paix. Plus de dîner du samedi à marcher sur des œufs. Plus d'écoute des derniers plans commerciaux délirants de Mélissa. Plus d'être traité comme un distributeur automatique humain par les personnes qui étaient censées m'aimer. Par des amis communs, j'ai appris que l'entreprise de Mélissa avait en fait réussi cette fois-ci. Elle avait acheté une grande maison, voyageait constamment avec André, postant des photos de leur style de vie somptueux sur tous les réseaux sociaux. J'étais sincèrement heureuse pour elle, mais je ne ressentais aucun regret d'avoir protégé mon avenir financier. Pendant 5 ans, j'ai vécu sans eux. 5 années paisibles, sans drame, où j'ai progressé dans ma carrière, appris à apprécier ma propre compagnie et construit lentement une vie qui me semblait authentiquement la mienne. J'ai même rencontré quelqu'un, Sébastien, cet homme incroyable avec qui j'ai noué des liens via un groupe de réseautage professionnel. Il vivait dans un autre état, mais nous avons fait fonctionner la relation à distance parce qu'il était tout ce que ma famille n'avait jamais été, gentil, stable, solidaire, quelqu'un qui me valorisait pour qui j'étais, pas pour ce que je pouvais offrir. Sébastien venait me voir, j'allais le voir, et nous avons commencé à parler sérieusement d'un avenir ensemble. J'envisageais même de vendre ma maison pour déménager dans son état et prendre un nouveau départ ailleurs avec quelqu'un qui se souciait vraiment de mon bonheur. Puis, un mardi matin qui a commencé comme n'importe quel autre, j'ai reçu un email qui a tout changé. Il est arrivé sur mon ancienne adresse email, celle que je consultais à peine. Le nom de l'expéditeur m'a fait tressaillir. Maman, Vivienne, nous avons besoin de te voir d'urgence. C'est une question de vie ou de mort. S'il te plaît, rentre à la maison. Malgré tout, ces personnes m'avaient élevée. Si quelqu'un mourait, si papa faisait une crise cardiaque ou si maman avait un cancer, je devais le savoir. Alors, j'ai répondu brièvement et directement, je passerai ce samedi. Samedi matin, je suis restée assise dans ma voiture devant leur maison pendant 10 minutes, essayant de rassembler mon courage. Le quartier semblait plus petit que dans mes souvenirs, plus miteux en quelque sorte. Mais ce qui a vraiment attiré mon attention, ce sont les 2 voitures dans l'allée,
la toute nouvelle Porsche de Mélissa et la Mercedes impeccable d'André, toutes deux incroyablement chères. Donc, il ne s'agissait pas seulement de mes parents. C'était une intervention familiale. Maman a ouvert la porte, l'air plus âgé, plus fatigué, avec de nouvelles rides autour des yeux qui n'étaient pas là il y a 5 ans. Vivienne, dit-elle, la voix tremblante d'émotion. Merci d'être venue. Toute la famille était réunie dans le salon comme pour une réunion spéciale tordue. Papa dans son fauteuil habituel, l'air sombre, Mélissa sur le canapé à côté d'André, les yeux rouges d'avoir pleuré. Ils semblaient tous sincèrement heureux de me voir, mais aussi terrifiés. Que se passe-t-il, demandai-je, restant debout parce que je ne voulais pas me sentir à l'aise. Ton email disait que c'était une question de vie ou de mort. Maman a immédiatement commencé à pleurer. C'est à propos de Mélissa. Elle a de sérieux problèmes. J'ai regardé ma sœur, qui ne pouvait même pas me regarder dans les yeux. André lui tenait la main comme si elle risquait de s'envoler si on la lâchait. Quel genre de problème ? Papa s'éclaircit la gorge. Son entreprise a coulé il y a 3 mois. La banque a pris sa maison. Elle doit de l'argent à des gens très dangereux. J'ai ressenti ce mélange familier de vindication et de tristesse sincère. Vindication parce que j'avais eu raison sur ses perspectives commerciales depuis le début. Tristesse parce que perdre sa maison est vraiment nul, même quand c'est le résultat prévisible de ses propres terribles décisions. Je suis désolée d'entendre ça, dis-je prudemment. Mais qu'est-ce que cela a à voir avec moi ? Mélissa a finalement parlé, sa voix à peine un murmure. 150 000 €. À qui dois-tu 150 000 €? André répondit, des investisseurs privés. Ce ne sont pas le genre de personnes qui acceptent un « je vous paierai plus tard » comme réponse. Mélissa a recommencé à pleurer. Ils ont appelé, fait des menaces. Ils savent où nous logeons maintenant. Ils connaissent nos routines. Nous avons peur, Vivienne, vraiment peur. Je me sentais mal pour eux. Vraiment. Mais je ne comprenais toujours pas pourquoi j'étais assise dans ce salon. C'est terrible. Mais je ne vois toujours pas ce que vous voulez de moi. Maman lâcha la bombe. Nous savons que tu as acheté une maison. Une jolie maison. Nous pensons que tu devrais la vendre et aider Mélissa à rembourser ses dettes. Je la regardais comme si elle avait une deuxième tête. Vous êtes sérieuse ? Tu es jeune, continua maman comme si je n'avais pas parlé. Tu peux gagner une autre maison. Mélissa et André pourraient être gravement blessés s'ils ne remboursent pas cet argent. Je regardais autour de la pièce, tous. Ces personnes qui m'avaient abandonné pendant 5 ans, qui m'avaient dit que je ne faisais plus partie de la famille, qui n'avaient jamais appelé une seule fois pour savoir si j'étais vivante ou morte. Alors, laissez-moi bien comprendre, dis-je lentement, ma voix devenant plus froide à chaque mot. Vous m'avez viré de la famille il y a 5 ans parce que je ne voulais pas donner d'argent à Mélissa pour son entreprise. Maintenant, cette entreprise a échoué de façon spectaculaire. Elle est endettée auprès de gens dangereux et vous voulez que je vende ma maison pour la tirer d'affaire ? La famille aide la famille, dit papa d'un air impassible. La famille ? Je ris, mais sans humour. Vous m'avez dit que je ne faisais plus partie de la famille. Vous vous souvenez ? Vous m'avez coupé complètement. Mélissa sanglotait plus fort maintenant. Je sais que nous avons fait des erreurs avant, mais c'est différent. Ces gens ne vont pas juste nous traîner en justice. Ils vont nous faire du mal. Alors, tu aurais peut-être dû y penser avant d'emprunter de l'argent à des usuriers. André se mit en colère. Tu n'as aucune idée de la pression que nous subissons. Tu as raison. Je n'en ai aucune. Mais j'ai remarqué 2 voitures très chères dans l'allée. Peut-être que vous devriez commencer par les vendre et rembourser une partie de la dette. Nous avons besoin de ces voitures pour le travail, rétorqua Mélissa. Vous en avez plus besoin que d'être en sécurité face à des créanciers dangereux ? La logique circulaire me faisait tourner la tête. Ils me demandaient de détruire ma sécurité financière pour réparer des problèmes qu'ils avaient créés, tout en refusant de faire le moindre sacrifice eux-mêmes. Maman s'approcha de moi. Cette maison que tu as achetée, si tu la vendais, tu pourrais rembourser les dettes de Mélissa et il te resterait encore de l'argent pour un bel appartement. Un bel appartement.
Je commençais à être vraiment en colère maintenant. Maman, je me suis tuée à la tâche pour cette maison. J'ai économisé chaque centime pendant des années. J'ai vécu comme une moniale pour pouvoir me l'offrir. Je ne la vends pas pour réparer les dégâts de Mélissa. C'est ta sœur, dit papa. C'est aussi une adulte qui a fait ses propres choix. De mauvais choix, apparemment. Mélissa sauta du canapé. Tu es censé m'aider. Tu es censé te soucier de ce qui m'arrive. Où était cette loyauté familiale il y a 5 ans quand vous m'avez tous dit de dégager? C'était différent, dit maman. Comment c'était différent? Vous ne vouliez pas m'aider à garder mon argent alors, et je ne veux pas vous aider avec vos problèmes d'argent maintenant. La pièce devint silencieuse. Tout le monde me regardait comme si j'étais déraisonnable, comme si j'étais la méchante dans leur drame familial tordu. Je ne le ferai pas, dis-je finalement. Mélissa s'est mise dans ce pétrin et elle peut s'en sortir. Si vous voulez tant l'aider, vendez votre maison et donnez-lui l'argent. Maman eut un hoquet comme si je l'avais giflé. C'est la seule maison que nous avons. Nous sommes vieux, Vivienne. Nous ne pouvons pas recommencer comme toi. Alors je suppose que vous comprenez exactement ce que je ressens pour ma maison. Je me dirigeai vers la porte. Mélissa m'appela. Tu fais une énorme erreur. Ces gens ne plaisantent pas. Je me retournai pour la regarder. Moi non plus. Je les laissai tous assis là et rentrai chez moi, me sentant plus légère que je ne l'avais été depuis des années. Dès que je fus rentrée, je bloquai l'adresse email de maman. J'en avais fini avec leur drame pour toujours. Pendant environ une semaine, les choses furent paisibles. Sébastien appelait tous les jours, solidaire et compréhensif comme toujours. Tu as fait ce qu'il fallait, ne cessait-il de dire. Ils ne peuvent pas débarquer après 5 ans et exiger que tu règles leurs problèmes. Je me sentais plutôt bien avec ma décision. Bien sûr, je me sentais mal que Mélissa ait des problèmes, mais ce n'était ni ma faute ni ma responsabilité. J'avais ma propre vie à gérer. Puis le mardi matin arriva et tout changea d'une manière que je n'aurais jamais pu prévoir. J'étais dans ma cuisine, en train de faire du café, impatiente de commencer une journée de travail productive, quand j'entendis une portière de voiture claquer dehors. Je regardai par la fenêtre et faillis laisser tomber ma tasse. Maman et papa remontaient mon allée comme s'ils étaient chez eux. « Qu'est-ce que vous faites ici ?» demandai-je en ouvrant la porte. « Comment avez-vous eu mon adresse ?» Maman eut l'air fière d'elle. Mélissa a engagé un détective privé. Un détective privé? Vous êtes sérieuse, là? Papa regardait ma maison d'un œil calculateur, et je pouvais presque voir le signe dollar tourner dans sa tête. C'est une belle maison, dit-il. Sortez de ma propriété. Mais maman me dépassa et entra directement dans ma maison comme si elle en avait le droit. Papa la suivit. J'étais si choquée par leur audace que je restai là un instant. Ne vous installez pas, dis-je. Vous ne restez pas. Maman se promenait dans mon salon, touchant des choses, examinant tout comme si elle menait une expertise immobilière. Si tu vendais cette maison, tu pourrais facilement payer la dette de Mélissa et il te resterait encore beaucoup d'argent pour un plus petit endroit. Peut-être un bel appartement. Je vous ai déjà dit que je ne vendrais pas ma maison. Mais regardez tout cet espace, dit papa, écartant les bras. Il n'y a que vous qui vivez ici. Vous n'avez pas besoin de tout cet espace. Ce dont j'ai besoin ne vous regarde pas. Maman se tourna vers moi, les larmes aux yeux. Mélissa a vraiment peur, Vivienne. Ces hommes l'ont appelée hier. Ils savent où elle et André logent maintenant. Ils ont dit que s'ils n'avaient pas leur argent d'ici la fin du mois, quelque chose de grave allait se passer. Alors Mélissa devrait peut-être aller à la police. La police ne peut rien faire pour ça, dit papa. Ce ne sont pas le genre de personnes qui se soucient des ordonnances de restriction. Je devenais de plus en plus frustrée. Ce n'est toujours pas mon problème. Vous devez tous les deux partir maintenant. Nous ne partirons pas tant que tu n'auras pas accepté d'aider ta sœur, dit maman, croisant les bras comme une enfant têtue. Alors j'appelle la police. Je sortis mon téléphone et commençai à composer. Papa m'attrapa le bras. Ne sois pas ridicule. Lâche-moi. Je le repoussai. Je les appelle tout de suite si vous ne sortez pas de ma maison.
Il pouvait voir que j'étais sérieuse. Maman commença à pleurer plus fort. Très bien, mais ce n'est pas fini, Vivienne. S'il arrive quelque chose à Mélissa, ce sera de ta faute. Et s'il arrive quelque chose à ma sécurité financière parce que je renfloue ses mauvaises décisions, ce serait de ma faute aussi. Au moins de cette façon, seule la personne qui a fait le gâchis gère les conséquences. Papa me pointa du doigt. Tu vas le regretter. La famille est censée se serrer les coudes. Vous ne pensiez pas ça il y a 5 ans. Après qu'il soit enfin parti, j'ai appelé l'agent immobilier avec qui j'avais parlé de la possibilité de vendre ma maison pour déménager chez Sébastien. Salut, c'est Vivienne. Tu te souviens que nous avons parlé de mettre ma maison sur le marché ? Je dois la vendre le plus vite possible. Je suis prête à accorder une réduction de 5% si cela peut accélérer les choses. Eh bien, c'est un timing intéressant. J'ai en fait un acheteur qui cherche dans votre région. Avec ce genre de réduction, je pense qu'il serait très intéressé. 3 jours plus tard, il me rappela avec une offre. Elle était inférieure à ce que j'espérais, mais juste compte tenu de la vente rapide. J'acceptai immédiatement. Sébastien fut confus quand je lui dis. Pourquoi cette précipitation ? J'expliquai l'arrivée de mes parents chez moi sans y être invité, leurs menaces, leur refus de partir quand on leur avait demandé. Je ne leur fais pas confiance, Sébastien. Je pense qu'ils vont continuer à me harceler. Peut-être même faire quelque chose de fou. Je préfère vendre la maison et mettre l'argent en sécurité où ils ne pourront pas le voir ou l'utiliser comme levier contre moi. C'est probablement intelligent. Et ça veut dire que tu peux venir rester avec moi plus tôt que prévu. Cela me fit sourire pour la première fois depuis des jours. Es-tu d'accord pour que je reste chez toi pendant que je cherche une nouvelle maison dans ta région ? Tu plaisantes ? J'espérais que tu déménagerais ici. Cela ne fait qu'accélérer notre calendrier. La vente fut rapide. En une semaine, tous les documents étaient faits et la maison était officiellement vendue. Sébastien vint m'aider à tout emballer et à déménager chez lui. C'était agréable de l'avoir là, de ne pas gérer le stress seul. Alors que nous chargions la dernière de mes boîtes dans le camion de déménagement, je regardais la maison une dernière fois. J'y avais été sincèrement heureuse. J'avais travaillé incroyablement dur pour me l'offrir, mais je me sentais bien avec ma décision de vendre. Je commençais un nouveau chapitre avec Sébastien, et ma famille ne pouvait plus utiliser ma maison comme chantage émotionnel. Ça va ? Demanda Sébastien, me passant le bras autour des épaules. Oui, ça va. Partons d'ici. Nous partîmes ensemble, et je sentis un poids énorme se lever de mes épaules. Quoi qu'il arrive avec Mélissa et ses problèmes de dette, cela ne m'impliquerait pas, ni mon argent. J'étais enfin débarrassée de leur drame pour de bon. Vivre avec Sébastien s'est avéré incroyable. Son logement était confortable et accueillant, et travailler à distance me permettait de m'installer rapidement dans une routine. Nous passions nos soirées à regarder des maisons en ligne, à planifier notre avenir ensemble. Pour la première fois depuis des mois, je me sentais sincèrement heureuse et complètement sans stress. Je vivais avec Sébastien depuis environ un mois quand mon téléphone sonna un mardi matin. L'afficheur montrait un numéro que je ne reconnaissais pas, mais il avait l'indicatif de ma ville natale. Est-ce Vivienne Dubois ? Oui. Qui est à l'appareil ? C'est l'officier Dubois du commissariat de Lyon. J'appelle concernant un incident impliquant vos parents, Marc et Isabelle Dubois. Mon sang se glaça. Quel genre d'incident ? Ils ont été arrêtés hier soir pour effraction et destruction de biens. Le propriétaire souhaite porter plainte. J'étais complètement confuse. Effraction où ? L'adresse où ils ont fait effraction est répertoriée comme votre ancienne résidence. Le 847, rue des Lilas, est-ce une maison que vous possédiez autrefois ? J'ai vendu cette maison il y a un mois. Que faisaient mes parents là-bas ? C'est ce que nous essayons de comprendre. Ils ont causé des dommages importants à l'intérieur de la maison, détruit des meubles, cassé des fenêtres, tagué des obscénités sur les murs. Le nouveau propriétaire est rentré chez lui et les a trouvés dans son salon, en train de fracasser sa table basse avec une batte de baseball. Je m'assis lourdement sur le canapé de Sébastien, mes jambes soudain incapables de me soutenir.
Vous êtes sérieux? Très sérieux. Les dommages sont estimés à environ 40 000 euros. Vos parents ont affirmé qu'ils pensaient que c'était toujours votre maison et que vous leur aviez fait du tort d'une manière ou d'une autre. Ils ont dit qu'ils se vengeaient de vous pour avoir abandonné votre famille. J'ai raconté à l'officier du bois tout sur les dettes de Mélissa, sur le fait qu'il s'était présenté chez moi sans y être invité, sur tout le drame familial de 5 ans qui avait conduit à ce moment. Il écouta patiemment et prit des notes détaillées. Donc, ils ne savaient pas que vous aviez vendu la maison? Évidemment non. Ils sont probablement allés là-bas pour vandaliser ma propriété en guise de vengeance pour ne pas avoir donné d'argent à Mélissa. Au lieu de cela, ils ont détruit la maison d'une personne innocente. C'est exactement ce à quoi ça ressemble. Le problème, c'est qu'ils ont détruit la propriété de quelqu'un d'autre au lieu de la vôtre. Après avoir raccroché, j'ai raconté à Sébastien ce qui s'était passé. Il était aussi choqué que moi. C'est insensé, Vivienne. Ils auraient pu se faire tirer dessus. Et si le propriétaire avait été armé et les avait pris pour des intrus dangereux? Je n'y avais même pas pensé. Mes parents auraient pu être tués pour cette stupide vendetta, cette pathétique tentative de vengeance. Au cours des semaines suivantes, j'ai reçu des informations régulières de la police et d'amis communs restés au pays sur ce qui se passait avec l'affaire de mes parents. Les procédures judiciaires avançaient, et la réalité de leur situation devenait claire. Maman et papa faisaient face à de graves accusations criminelles, mais leur avocat réussit à négocier un accord de plaidoyer. Ils admirent leur culpabilité en échange d'éviter la prison, mais ils durent payer une restitution intégrale aux propriétaires qu'ils avaient terrorisés. 40 000 euros pour les dommages matériels, plus les frais d'avocat, plus les frais de justice. Cela a fini par s'élever à près de 60 000 euros au total. Mon amie Catherine m'a appelé quelques semaines plus tard avec l'histoire complète. Vivienne, tes parents ont dû vendre leur maison. Ils ne pouvaient pas se permettre la restitution autrement. L'ironie était absolument stupéfiante. Ils avaient vendu la maison qu'ils prétendaient être leur seul bien, celle qu'ils disaient être trop vieux pour remplacer. Et voici le coup de grâce, continua Catherine. Après avoir payé tout ce qu'ils devaient au tribunal et aux propriétaires, ils ont donné l'argent restant à Mélissa pour ses problèmes de dette. Donc, ils avaient fini par faire exactement ce qu'ils m'avaient demandé de faire, mais avec leur propre maison au lieu de la mienne. Ce n'est même pas le meilleur, dit Catherine. Les problèmes de créanciers de Mélissa. Il s'est avéré qu'ils n'étaient pas aussi effrayants qu'elle les avait fait paraître. Les personnes dangereuses n'étaient qu'une société d'investissement légitime qui menaçait de la poursuivre en justice. Pas de rotule brisée, pas d'accident mystérieux, juste une action en justice normale. Donc Mélissa avait menti sur le fait d'être en danger physique. Elle avait manipulé tout le monde, y compris nos parents, pour leur faire croire que sa vie était en danger alors qu'en réalité, elle faisait juste face à un procès tout à fait normal. Où vivent maman et papa maintenant, demandai-je. Ils louent un petit appartement avec Mélissa et André. Tous les 4 entassés dans un 2 pièces. D'après ce que j'entends, ça ne se passe pas bien. Beaucoup de disputes, beaucoup de tensions. Quelques mois passèrent et j'entendis par la rumeur que ma famille essayait de me contacter par l'intermédiaire d'amis communs. Ils voulaient s'excuser, s'expliquer, et d'une manière ou d'une autre, reconstruire notre relation. Chaque fois que quelqu'un en parlait, je disais non. Catherine m'appela une dernière fois à ce sujet. Ta mère m'a demandé de te dire qu'elle était désolée. Elle a dit qu'ils avaient réalisé qu'ils avaient tout mal géré, qu'ils avaient fait de terribles erreurs. Il est trop tard pour les regrets, lui dis-je. Ils ont passé 5 ans sans se soucier de savoir si j'étais vivante ou morte. Puis ils m'ont demandé de me ruiner pour les erreurs de Mélissa. Puis ils ont commis de véritables crimes parce que je ne voulais pas faire ce qu'ils voulaient. J'en ai assez. Mais c'est ta famille, Vivienne. Non, ce n'est pas ma famille. La famille ne vous abandonne pas pendant 5 ans et ne débarque pas ensuite pour réclamer de l'argent. La famille n'engage pas de détective privé pour vous traquer. La famille n'entre pas par effraction dans des maisons avec des battes de baseball parce qu'elle n'obtient pas ce qu'elle veut. Sébastien avait écouté ma partie de la conversation. Quand j'ai raccroché, il m'a pris la main et l'a serrée doucement. Ça va? Je suis parfaite, en fait. Et je l'étais.
Nous avions trouvé une maison que nous aimions tous les deux et nous nous préparions à faire une offre. Je réussissais incroyablement bien au travail et j'avais même obtenu une promotion importante. Plus important encore, je n'avais plus à gérer leur drame sans fin. Il me sourit avec ce regard qui me faisait toujours battre le cœur. En parlant de la maison que nous aimons, je pensais à faire une offre plus importante que juste sur la maison. Il se mit à genoux là, dans son salon, et sortit une boîte à bagues qui me coupa le souffle. Vivienne, veux-tu m'épouser? Nous pouvons acheter cette maison ensemble et commencer notre vraie vie, celle dont nous rêvons. Je me mis à pleurer de joie pour la première fois depuis une éternité. Oui. Absolument. Oui. Nous nous sommes fiancés ce jour-là et avons fait une offre pour la maison ce week-end. Notre offre a été acceptée immédiatement et nous prévoyons de nous marier l'année prochaine dans le jardin de notre nouvelle maison. Parfois, je pense à ma famille et je me demande si j'ai fait le bon choix en coupant complètement les ponts. Ces moments de doute durent généralement environ 30 secondes, puis je me souviens à quel point ma vie a été paisible sans leur manipulation constante et leur terrorisme émotionnel. Mélissa a créé ses propres problèmes par une série de terribles décisions commerciales et une incapacité à apprendre de ses erreurs. Maman et papa ont choisi d'encourager son comportement destructeur au lieu de la laisser faire face aux conséquences naturelles de ses actes. Ils ont tous choisi de me harceler et de me menacer au lieu de gérer leurs propres problèmes comme des adultes. Et quand j'ai refusé d'être manipulée, ils ont choisi de commettre de véritables crimes. J'ai choisi de construire une vie avec quelqu'un qui m'aime et me soutient inconditionnellement. J'ai choisi de protéger ma sécurité financière et ma santé mentale. J'ai choisi de m'entourer de personnes qui n'essaient pas de me manipuler ou de me traiter comme un distributeur automatique de billets ambulants. Je pense que j'ai choisi bien mieux. Sébastien et moi sommes plongés dans la planification de notre mariage, parlant peut-être d'avoir des enfants un jour, rêvant du jardin que nous voulons planter le printemps prochain. Ma carrière est florissante d'une manière que je n'aurais jamais imaginée, et je me réveille chaque jour en me sentant sincèrement heureuse et en paix, vraiment contente de la vie que j'ai bâtie. Et rien de tout cela n'aurait été possible si j'avais laissé ma famille me replonger dans leur désordre. Si j'avais sacrifié mon avenir pour leur dysfonctionnement. Alors non, je ne regrette pas d'avoir coupé les ponts. Pas une seule seconde. Parfois, les personnes qui sont censées vous aimer inconditionnellement sont en fait celles qui imposent les conditions les plus impossibles à cet amour. Et parfois, s'éloigner des membres toxiques de votre famille est la chose la plus aimante que vous puissiez faire pour vous-même et pour votre avenir. Les limites les plus difficiles que nous fixons sont souvent celles qui nous libèrent enfin. Et la liberté, j'ai appris, vaut tous les sacrifices qu'il faut faire pour l'atteindre. Merci de votre écoute. Et si vous avez aimé cette histoire, partagez-la avec d'autres personnes qui pourraient avoir besoin de l'entendre. Et n'oubliez pas de commenter et de vous abonner pour plus d'histoires sur le fait de se choisir quand personne d'autre ne le fera. Parfois, la famille que vous créez est tellement meilleure que celle dans laquelle vous êtes né.